Le livre dont je vais vous parler, c'est un ouvrage qui s'intitule « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi » avec un point d'interrogation. En fait, c'est un ouvrage qui est tiré de mon doctorat en sciences politiques que justement j'ai rédigé ces dernières années quand j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi et que je me suis un peu éloigné du militantisme, notamment pour finir ce travail de thèse qui était particulièrement prenant. À la fin, ça faisait, comme toute thèse qui se respecte, un gros volume de 600 pages absolument illisible, et donc je me suis efforcé de restreindre ça à 200 pages et d'en faire quelque chose voilà, d'un peu plus digeste et d'un peu plus agréable à lire. Ça, je ne sais pas si j'y suis parvenu, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas voilà, ça a donné naissance au livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Pas tant de ce qu'il y a à l'intérieur du livre, parce que ça, si ça vous intéresse, du coup, il paraît qu'il est plus disponible là, mais vous pouvez le commander si vous voulez. Je vais plutôt vous expliquer un petit peu ce qui m'a amené à me poser les questions que j'aborde dans ce livre, et essayer de voir un petit peu aussi, parce qu'à la base c'est vraiment un travail universitaire, mais justement j'ai fait cet effort de dialoguer avec l'actualité sociale et politique qui est la nôtre, et donc voilà, j'ai essayé de revenir un petit peu là-dessus. Peut-être en préalable, avant de commencer, préciser que j'ai une double gêne du fait de vous exposer ici aujourd'hui ce qu'il y a dans ce livre. Première gêne due au fait que donc, la question qui a donné son titre au livre, les nouveaux désobéissants, citoyens hors la loi, c'est une question, vous le voyez bien, qui est toute rhétorique. C'est un peu joué d'avance quand on pose les choses dans ce sens-là. Et donc en fait la thèse... Comment dire ça ? La thèse que j'avance dans le livre, à savoir que donc, les nouveaux désobéissants, je vais revenir dessus, mais pour poser tout de suite un peu plus concrètement les choses, derrière cette étiquette-là, je mets aussi bien des désobéissants civils que des hackers, des lanceurs d'alerte, des zadistes, des squatteurs, etc. Donc voilà, c'est une catégorie assez vaste. Et cette question de savoir si ces gens-là sont finalement de dangereux fossoyeurs de la démocratie, des hors-la-loi, ou bien des citoyens, voilà, ce qui se fait de plus exemplaire et vertueux en termes de citoyenneté aujourd'hui. J'ai envie de dire, entre nous, il n'y a absolument pas débat. Simplement, ce livre, voilà, je l'ai écrit pas tant pour des militants anticapitalistes, révolutionnaires, convaincus de la cause. Je l'ai écrit à destination d'un public que je dirais un peu plus large. Et donc cette question de citoyens hors la loi, pour le coup, par contre, je pense qu'elle s'adresse à des gens qui peuvent être un peu plus éloignés de nous, un peu moins politisés. Et je pense que pour le coup, c'est un vrai débat qui se pose, mais à une échelle beaucoup plus large que la nôtre. Voilà, pas entre militants, même pas entre sympathisants d'un parti comme le NPA, mais à une échelle plus large, c'est effectivement un débat très virulent de savoir dans quel rang, dans quelle catégorie caser ces individus, ces collectifs qui décident à un moment donné d'entrer dans l'illégalité. Donc tout le propos de mon livre, c'est justement d'essayer un petit peu de serrer les arguments des défenseurs de la désobéissance civile et évidemment les objections qui leur sont adressées de la part des différents pouvoirs politiques, médiatiques principalement. La deuxième petite gêne que j'ai au moment de parler de ce livre, c'est que le livre en lui-même, étant issu, comme j'ai dit, d'un travail universitaire, est au départ un dialogue avec des philosophes politiques, parce que c'est la discipline dans laquelle j'ai mené ce travail. Donc des philosophes politiques, pour donner quelques noms pour ceux à qui ça peut parler, comme John Rawls ou Jürgen Habermas, qui sont un peu les principaux représentants de la philosophie politique libérale ou social-démocrate contemporaine. C'est un dialogue aussi que j'ai mené avec des auteurs un peu plus sulfureux, chacun dans leur style. L'un comme Carl Schmitt, qui était un juriste allemand, connu pour ses affinités, enfin plus que des affinités, avec le nazisme, ou bien un dialogue aussi avec Slavoj Žižek, donc là qui est vraiment un de nos contemporains et pour le coup quelqu'un qui se revendique du communisme et même du léninisme. Et donc voilà, au départ ça vient de là, c'est un dialogue avec des textes qui j'imagine ne sont pas vos livres de chevet, et si c'est vos livres de chevet, du coup c'est que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très fun. Moi c'est pas les miens, mais voilà, dans le cadre de ma thèse j'ai été amené à me coltiner un petit peu ces ouvrages là, et ensuite voilà, j'ai fait si vous voulez, j'ai fait un travail de mise en
en parallèle de ces ouvrages de philosophie politique qui sont assez pointus, on va dire, et j'ai voulu mettre les arguments qui sont dans ces ouvrages-là en parallèle avec les arguments qui circulent couramment dans le débat politique tel qu'on peut l'avoir tous les jours, j'ai envie de dire, en regardant la télé, au bistrot ou voilà, à droite à gauche dans le cadre de notre militantisme, parce que il me semble que au final, on retrouve des homologies, des analogies, des similitudes très fortes entre les arguments du débat courant et les arguments qu'on retrouve sous une forme plus élaborée, mais qui fondamentalement sont quand même très proches, qui sont ceux déployés par les philosophes. Et donc voilà, je disais petite gêne par rapport à ça. Alors la grande préoccupation qui est la mienne au départ de ce livre, c'est d'essayer de comprendre quel est le répertoire d'action politique contemporain. Le répertoire d'action, c'est une notion un petit peu fétiche des sociologues du militantisme, des mobilisations et de l'action collective, qui a été élaborée par un historien qui s'appelle Charles Tilly, et qui considère, l'idée elle est assez simple, que si vous voulez, quand on est militant à une époque donnée, on a à disposition pour mener à bien sa lutte un stock limité de moyens d'action. Voilà, un stock limité de moyens d'action, ce qu'il appelle un répertoire d'action par analogie musicale avec le pianiste qui a face à lui un répertoire avec certaines partitions, merci, qui a certaines partitions et qui peut jouer à un moment donné certaines partitions, celles qu'il a en face de lui, mais pas d'autres. Voilà. Et Tilly dit c'est un peu la même chose pour les révoltés, les rebelles, les inconséquents, les insoumis, etc., etc. À un moment donné, ils ont certains répertoires d'action et pas d'autres. Et donc lui, il travaille sur les années notamment 17e, 18e siècle, et il montre comment, à un moment, on passe d'un répertoire d'action qui était plutôt celui de l'ancien régime, de la jacquerie paysanne, vers, c'est des choses qui se font sur le temps long, mais un nouveau répertoire qui va être plutôt celui de la manifestation. Voilà. Et puis du coup on a tout un tas d'autres répertoires qui existent. Et moi mon point c'était je suis parti du constat que depuis on va dire une quarantaine d'années, on a une forme de basculement d'un répertoire qui était essentiellement centré sur des formes légales de contestation sociale, donc principalement la grève, le boycott et la manifestation, vers un répertoire qui est de plus en plus extra-légal. Voilà. Et ceux que j'appelle les nouveaux désobéissants, c'est tous ceux qui s'incluent dans ce répertoire extra-légal. Donc je vais redire quelques mots sur eux dans un instant, simplement parce que c'est une discussion importante aussi bien au sein des sciences sociales qu'au sein de l'univers militant. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie des nouveaux mouvements sociaux qui a été en vogue dans les années 90 et qui a consisté à dire on est en train de passer d'une ancienne forme de mouvement social qui était en fait grosso modo le mouvement ouvrier à ce qui a été appelé par des auteurs comme Alain Touraine et beaucoup d'autres des nouveaux mouvements sociaux. Et si vous voulez, ce qui opposait cet ancien mouvement ouvrier aux nouveaux mouvements sociaux, c'était tout un tas de critères. Alors il y avait cinq grands critères, je les rappelle très brièvement, mais c'était premièrement le fait que l'ancien mouvement, le mouvement ouvrier était quelque chose de très hiérarchisé, pyramidal, parce que CGT, PCF, etc., alors qu'aujourd'hui on serait plutôt dans des choses réticulaires, rhizomatiques, etc. Le deuxième point, c'était que, alors vous allez voir, c'est un constat, mais c'est aussi un point de vue normatif assez lourd derrière cet ancien et ce nouveau. Le deuxième point, c'est que on serait passé à des formes d'action beaucoup plus festives, beaucoup plus conviviales, parce que, je sais pas, moi, aller démonter un McDonald's, c'est quand même plus amusant que faire une énième manifestation ou une énième grève, c'est laborieux, c'est difficile, etc., etc. Le troisième glissement, c'est par rapport au rapport entre l'individu et le collectif. Si vous voulez, l'idée, c'est que autrefois, on avait des militants qui étaient embrigadés, endoctrinés, leur vie tournait exclusivement
autour de leur organisation sociale, et aujourd'hui on a des militants beaucoup plus émancipés qui peuvent choisir au gré de leurs préférences, de leur goût, l'association ou les associations, les collectifs auxquels ils participent. Et donc comme ça, il y a un sociologue qui s'appelle Jacques Yon qui dit qu'on serait passé, c'est sa métaphore, d'un militant timbre-poste, donc on le colle sur la lettre une fois pour toutes et on ne peut plus l'arracher, à un militant post-it, donc voilà, on peut le poser comme ça du jour au lendemain sur l'engagement, la cause, l'organisation qu'on souhaite. Ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que le mouvement ouvrier était considéré comme révolutionnaire. Voilà, il s'agissait de renverser le capitalisme, alors que les nouveaux mouvements sociaux sont eux beaucoup plus pragmatiques, des petites luttes au quotidien, des petites avancées, etc. On aurait abandonné cette illusion du grand soir dont on aurait fini par comprendre, donc d'une part qu'elle était impossible et d'autre part qu'elle était dangereuse. Et dernier point, c'est que alors que le mouvement ouvrier se centrait sur des revendications matérialistes, matérielles, l'emploi, les salaires principalement, on serait passé à des revendications post-matérialistes du type l'épanouissement individuel, l'égalité, ce genre de choses. Alors voilà, on voit, enfin je vais pas m'attarder davantage là-dessus, mais on voit que toutes ces oppositions, bon, d'une part, c'est pas certain qu'elles collent aussi facilement que ça à la réalité, et d'autre part, c'est des oppositions qu'on pourrait elles-mêmes, d'un point de vue purement conceptuel, remettre peut-être un peu en question. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un débat qui s'est un peu apaisé, mais qui a été quand même assez important durant une bonne décennie. Et moi, avec cet intitulé des nouveaux désobéissants, voilà, un peu spontanément, je renvoie à ça, mais simplement, je tenais à dire que par rapport à ce débat-là, je suis un peu agnostique, je l'ai laissé un petit peu de côté, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce processus de glissement qui fait qu'il me semble que de plus en plus, aujourd'hui, ceux et celles qui prennent part à la contestation sociale sont amenés à franchir les frontières de la loi avec donc différents types d'actions, et c'est ça ce nouveau répertoire extralégal, ce qui fait le point commun malgré toutes les différences. Et je ne vais pas insister sur les différences parce qu'il y en a de très nombreuses. Entre faire une ZAD, c'est pas la même chose que ouvrir un squat. Ouvrir un squat, c'est pas la même chose que mettre un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, ou accueillir chez soi des enfants des amis de son camarade de classe menacés d'expulsion. Et puis faire ça, c'est pas non plus la même chose que, je sais pas, de hacker le site de la police ou ceci, cela. Et hacker un site internet, c'est pas non plus la même chose que aller taguer une vitrine d'une permanence du Parti Socialiste. Donc voilà, toutes ces choses-là sont très différentes, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, elles ont quand même comme point commun d'être extra-légales ou illégales. Alors, la question qui se pose, la précision que je voudrais faire, c'est que parallèlement à la montée de ces modes d'action qui se développent, il me semble, quand même de plus en plus, on a, il me semble, non pas une disparition, mais quand même un certain essoufflement des modes traditionnels de contestation légaux, à savoir, et je vais faire assez vite là-dessus, mais la grève, le syndicalisme, le vote protestataire et la manifestation. Je vais passer un à un en revenu juste pour amener quelques éléments, et après je pense qu'on pourra discuter de ce constat. La grève, je fais très rapidement, on a, grâce aux données du ministère du Travail et notamment aux enquêtes de la DARES, un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas parfaitement fiable, mais il a le mérite d'indiquer une tendance qui nous indique ce qu'on appelle les GINT, les journées individuelles non travaillées, donc voilà, le nombre de jours de grève par an. Et c'est très bête, il suffit de regarder la courbe à partir de 1950 et de regarder ce qu'elle donne jusqu'aujourd'hui, et on a une chute ininterrompue où on était dans les années 60 à 5 millions de journées de grève par an, dans les années 70 à seulement 3 millions. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1 million. C'est une courbe qui descend comme ça, avec évidemment quelques épisodes de sursaut quand il y a des années de mouvement social comme on vient de la connaître. Sur le syndicalisme, je vais passer encore plus vite parce que voilà, alors, je sais que tout le monde ne s'accorde pas à parler de crise du syndicalisme français, mais je pense qu'on peut grosso modo quand même s'accorder sur le fait qu'il traverse de graves difficultés, dont l'une des très nombreuses manifestations est tout simplement le déclin des adhésions et puis aussi tout simplement des effectifs militants.
La question du vote protestataire, elle est compliquée aussi, mais je vous rappelle comme ça que jusque à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, on avait quand même un parti communiste qui faisait systématiquement entre 19 et 26% des voix à toutes les élections, quelles qu'elles soient, et que depuis, ça n'a cessé de s'effriter, aussi bien pour le parti communiste que pour la gauche trotskiste, malgré à nouveau quelques sursauts. On se rappelle des années où on avait Besancenot et Guy en même temps, mais grosso modo, ça s'est beaucoup effondré. Alors, on pourrait répondre à ça que le vote protestataire se porte pas si mal dans la mesure où, si on prend cette idée de vote protestataire au sens large, finalement, il s'est peut-être déplacé, à notre grande déception, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais je vais pas aborder cette question-là parce que ça supposerait des débats qui sont hors de mon propos, mais je pense des débats, au moins 2 débats quand même assez importants sur, d'une part, quelles sont les motivations qui amènent à voter pour le Front National, avec, grosso modo, si je caricature, mais le débat c'est est-ce qu'on vote Front National par colère sociale, par désespoir, ou est-ce qu'on vote Front National tout simplement par haine de l'égalité, par haine des étrangers. Voilà, c'est un peu ça la question. Et l'autre question liée à celle des motivations du vote Front National, c'est la question tout simplement de la composition sociologique de l'électorat frontiste. Voilà, et à quel point est-ce qu'il est composé d'ouvriers, de chômeurs, de jeunes. Voilà, on sait que c'est des analyses, c'est un vrai débat, et il y a tout un tas de données à disposition. Il faut les interpréter, il faut en discuter, mais bon, grosso modo, il me semble qu'on peut dire que le vote protestataire, en tout cas le vote pour le coup pour la gauche radicale, a sérieusement du plomb dans l'air, du plomb dans l'aile. Le dernier mode de contestation légale, à côté donc de syndicalisme, grève, et puis du vote contestataire, où on voit vraiment une chute, j'ai envie de dire, quantitative, numérique. Le dernier élément, c'est la manifestation. Et là, la manifestation, c'est pas du tout la même chose, parce que, au contraire, justement, quand on regarde un petit peu les statistiques, on a un recours de plus en plus massif à la manifestation. Bon, cette fois-ci, je vous passe les chiffres. Et par ailleurs, la manifestation s'est ancrée dans les esprits comme étant un mode d'action de plus en plus légitime. Pareil, pour faire vite, quand on fait des questionnaires aujourd'hui, les gens reconnaissent de plus en plus qu'ils n'ont pas forcément participé à des manifestations, mais ils seraient prêts, si les circonstances le justifient à leurs yeux, à participer à une manifestation. Donc on pourrait dire qu'elle se porte plutôt bien. Ceci dit, à cet égard, là où je considère qu'il y a un certain essoufflement de la manifestation, c'est qu'il me semble qu'elle a perdu de sa dimension, de sa portée subversive. La manifestation, il faut quand même se rappeler que au début du XXe siècle, c'était justement quelque chose à l'époque encore d'illégal. C'était quelque chose qui avait vraiment vocation à contester, à faire pression sur le pouvoir politique, à s'opposer au pouvoir politique, et de plus en plus on a l'impression que c'est devenu une espèce de courroie de transmission comme une autre, qui fonctionne d'ailleurs plus ou moins bien pour relayer certaines revendications auprès du pouvoir politique. Parfois même on a des manifestations qui arrivent quelque part en soutien au pouvoir politique. Et là, alors à nouveau, débat un peu vif et un peu houleux, mais la manifestation du coup du 11 janvier, pareil, je ne veux pas rouvrir un dossier et nous écarter de ce qui m'intéresse, mais voilà, de voir comme ça 4 millions de personnes qui défilent. Alors elles ne défilaient pas pour soutenir les 30 chefs d'État qui étaient devant eux, mais l'image est quand même assez marquante de voir comment ça a été récupéré et instrumentalisé pour réaffirmer la puissance de François Hollande, chef de l'État, etc., etc. Donc on voit quand même que la manifestation a perdu un peu de sa portée subversive. Et pour paraphraser notre ex, et j'espère non pas futur président de la République, qui avait dit ça à propos des grèves, on pourrait dire aujourd'hui en France, quand il y a une manifestation, personne ne s'en aperçoit. C'est malheureusement de plus en plus le cas. On sait qu'à Paris, il y a 7000 manifestations par an dans les rues de Paris. Il suffit de ceux qui habitent à Paris, mais c'est la même chose dans les autres grandes villes, se rendent vite compte que on s'en aperçoit plus trop. Et donc
voilà, c'est ça, si vous voulez, c'est ça les deux grandes tendances que j'observe, cet essoufflement de la contestation légale et parallèlement une montée en puissance de la contestation extralégale. Et donc, ce que d'un terme très moche j'appelle cette extra-légalisation de la conflictualité sociale, pour essayer un petit peu de l'expliquer, je pense qu'on peut voir deux facteurs tout bêtes, hein, mais c'est que on a une double radicalisation, une radicalisation d'un côté, tout simplement de ceux qui sont prêts à prendre part à la contestation sociale et qui manifestent de plus en plus clairement leur insatisfaction vis-à-vis des moyens de contestation légaux et qui du coup en plus d'adhérer à un syndicat, en plus de signer des pétitions, en plus de participer à des manifestations, vont prendre part à des actions illégales, parce que c'est très souvent les mêmes. Il ne faudrait pas opposer ceux qui agissent hors la loi et ceux qui agissent dans le cadre de la loi. Quand on fait des enquêtes statistiques, on remarque que plus vous avez de propension à participer à une manifestation, plus vous avez de propension aussi à un jour aller vivre sur une ZAD ou plus modestement à bloquer l'entrée d'un McDonald's ou un péage d'autoroute. Donc c'est les mêmes qui font ça. Et donc voilà, on a, je pense, une exaspération qui vient du constat tout simplement que les modes de contestation légaux sont de plus en plus bouchés et inefficaces, et donc tout simplement qu'on recherche autre chose. Mais il y a un deuxième élément à ne pas oublier qui, à mon avis, génère cette extra-légalisation de la conflictualité sociale, c'est que, si vous voulez, c'est pas seulement les militants qui se radicalisent, mais c'est aussi l'État lui-même, avec un État dont on sait qu'il est de plus en plus policier, répressif, et qui fait que des actions qui hier encore étaient considérées comme des libertés fondamentales et constitutionnelles par nos gouvernants sont petit à petit projetées dans l'illégalité, tout simplement parce que le cercle de la légalité se restreint. Voilà. Dans les années 90, alors moi j'avais 5 ans, mais peut-être que certains s'en souviennent, il y avait le boycott des oranges hispans en Afrique du Sud. Tous les principaux responsables politiques français, quasiment à l'unisson, appelaient au boycott de ces oranges. Et aujourd'hui, quand on appelle au boycott des produits israéliens produits dans les colonies, on est qualifié d'antisémite. Et c'est pas seulement qu'on est qualifié d'antisémite, c'est qu'il y a cette circulaire à Liomari qui date de 2010 et qui est toujours en vigueur et qui permet à l'État français d'assigner en justice régulièrement des militants de boycott des investissements sanctions. Donc le boycott qui était légal est devenu quelque chose d'illégal. La manifestation, pareil, puisque depuis l'été 2014, parce que ça n'a pas commencé seulement avec les dernières manifestations de juin ou avec la COP21, le début de ce mouvement-là s'est enclenché juillet 2014 avec la manifestation contre Gaza en plein milieu de l'été qui elle aussi a été interdite et qui a malgré tout réuni 25 000 personnes. Et puis à côté de ça, alors si on remonte encore un peu, les attaques, c'est pas seulement le boycott, la manifestation, c'est aussi la grève, tout simplement parce que la loi de Sarkozy, je sais plus, c'était Fillon je crois, sur le service minimum, ça c'est quoi? C'est s'attaquer au droit de grève et faire que si vous mettez en grève sans préavis si vous respectez pas certaines conditions de plus en plus draconiennes, et votre grève tout simplement elle est illégale. Donc j'ai envie de dire, même si vous faites pas ce pas vers l'illégalité volontairement, vous y êtes poussé de par les dynamiques qui sont celles de l'État policier actuellement en vigueur. Et alors du coup tout ça, si vous voulez, là j'étais plus dans la phase un peu à essayer de dresser un diagnostic de la situation dans laquelle on est, mais ce diagnostic de généralisation des actions illégales et désobéissantes, il amène à une question qui est centrale et dont je vous disais que peut-être qu'elle vous préoccupe pas trop, mais il se trouve que c'est ça qui est dans mon livre. Elle amène à une question normative cruciale, qui est celle de savoir si ces hurluberlus, si ces désobéissants ont leur place en démocratie. Alors en essayant de fouiller au maximum ces débats et de serrer un petit peu les arguments, j'ai identifié 3 grandes objections, 3 grandes récriminations qui sont faites à ces actions de désobéissance civile, et je voudrais rapidement revenir dessus pour essayer aussi de montrer comment les désobéissants, mais en fait depuis Gandhi et Martin Luther King, parce que quand on regarde finalement les débats, ils retombent toujours à peu près finalement sur les mêmes fondamentaux, comment les désobéissants essaient de désamorcer les accusations qui leur sont faites. Alors, la première objection, c'est celle qui consiste à faire valoir tout simplement que la désobéissance, donc
je ne précise pas à chaque fois, hein, squatteurs, zadistes, etc., que la désobéissance est illégale. Voilà. On fait remarquer aux désobéissants qu'ils ont quand même la chance et le privilège de vivre sous des états de droit et sous des démocraties qui manifestent une ouverture et une charité vis-à-vis des mécontents en leur permettant justement de contester grâce à toute une panoplie de moyens légaux tels que celle dont on a parlé, la grève, la manifestation, etc. Alors pourquoi est-ce que vous nous faites chier à aller recourir à des actions illégales alors que le propre de la démocratie par rapport à des états autoritaires ou dictatoriaux, c'est justement de vous fournir des moyens d'expression légaux. Voilà. Ça c'est la première objection qui est généralement désamorcée chez Henry David Thoreau le premier. Henry David Thoreau, c'est ce citoyen américain qui avait refusé de payer ses impôts en 1850 à l'État du Massachusetts parce que c'était un État esclavagiste. Bon, du coup, il ne cautionnait pas la politique et donc il refusait que son argent serve à ça et il a passé une nuit en prison à cause de ça. Puis après, il a fait une conférence en place publique pour expliquer les raisons de son geste et il rappelle quelque chose qu'on sait depuis Antigone et probablement bien au-delà, mais que ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Voilà, tout simplement, la loi n'est pas forcément juste et c'est lorsqu'il y a un écart entre le juste et le légal que on peut introduire la possibilité de la désobéissance à la loi. Bon, c'est quelque chose qui en fait est reconnu dans la plupart des constitutions des pays occidentaux. C'est quelque chose qui a été reconnu par le tribunal de Nuremberg au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où on a condamné tout simplement des dirigeants nazis pour avoir obéi à des lois manifestement injustes et inhumaines. Donc voilà, c'est s'appuyer sur cette distinction entre le légitime et le légal. La deuxième objection qui est faite à la désobéissance civile, au-delà de son inégalité, c'est son caractère antidémocratique. Voilà, là il s'agit de dire tout simplement la loi est le fruit d'une procédure régulière à travers laquelle on a élu des députés qui nous représentent, qui débattent et puis à la fin qui votent des lois. Finalement tout ça c'est quoi? C'est le fait que la loi c'est le fruit de la volonté générale ou en tout cas de la volonté majoritaire. Et donc là on dit aux désobéissants mais en fait vous en sursoyant à la loi vous êtes en train de vous attribuer un droit de veto individuel qui fait que vous refusez le principe de un individu égale un individu, une voix pour chacun. Voilà, vous attribuez un droit supérieur aux autres et donc vous refusez tout simplement le contrat démocratique qui est à la base du fonctionnement de notre société. Bon, alors là en général les arguments, les deux arguments qui sont avancés et qui sont à nouveau, j'ai beaucoup l'impression de dire des banalités, je m'en excuse. Là, les deux arguments qui sont avancés de la part des désobéissants, c'est de contester tout simplement le fait qu'on est en démocratie à base de deux arguments. Le premier, c'est celui que Bakounine appelait l'argument de la démocratie sociale. C'est de dire, mais la démocratie, c'est pas seulement un régime politique, c'est pas parce qu'on a des institutions juridiques formelles qui sont démocratiques qu'on est en démocratie. La démocratie, c'est plus qu'un régime politique, institutionnel et juridique, c'est vraiment une forme de société dans laquelle on a une égalité, qui est une égalité réelle, qui est une égalité sociale, et c'est ce qui fait que, en réalité, la démocratie n'est pas soluble. Le régime démocratique n'est pas soluble, n'est pas compatible avec une société qui est traversée par des inégalités aussi structurelles et aussi fondamentales que les discriminations racistes, le patriarcat, etc. Donc ça c'est le premier argument. Et le deuxième argument au-delà de la démocratie sociale, c'est tout simplement l'argument de la démocratie directe qui consiste à dire ok, restreignons la discussion sur la question du régime politique. Vous nous dites que c'est un régime démocratique, mais non, en fait c'est tout sauf un régime démocratique, c'est un régime oligarchique, puisque le principe même de ce régime, c'est qu'on confie le pouvoir aux meilleurs, aux plus compétents, qu'on investit à travers la bénédiction des élections. Et ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un régime où on décide soi-même et pas où on décide qui doit décider. C'est pas un régime où on se donne des maîtres, des représentants qui en réalité ne représentent qu'eux-mêmes. Et donc voilà, comme ça, on peut, si vous voulez, contester le fait que nos régimes sont démocratiques et du coup, vous faites tomber l'accusation qui vous dit, mais en fait, vous êtes antidémocrate parce que vous contestez ces régimes. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point qui me semble être peut-être le plus intéressant, c'est l'accusation de
d'anarchisme, on pourrait dire, d'anarchie qui est faite à la désobéissance civile. Là, l'argument, si vous voulez, c'est de dire que si chacun est libre de désobéir à une loi au motif qu'il la juge injuste, alors est-ce que ça ne va pas précipiter la société dans le chaos généralisé? Voilà, c'est l'argument de la pente glissante, hein, c'est-à-dire si chacun en fait ainsi, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui garantit que les piliers de notre société vont tenir? En fait, rien du tout. Voilà, vous mettez un pied là-dessus et puis après, c'est la dissolution complète de la société. Donc là, le point vraiment souligné, c'est que la désobéissance est génératrice, productrice de chaos, voilà, de désorganisation sociale, et donc c'est contre ce spectre-là de la dissolution et de la désorganisation qu'il faut lutter. Et alors là, c'est assez intéressant parce que on a différentes réponses possibles chez les désobéissants à cet argument du désordre. Le premier qu'on retrouve déjà dans les écrits de Gandhi, c'est de dire mais en fait c'est pas nous, désobéissants, qui à travers nos actions introduisons du désordre. Le désordre il est déjà là, c'est le désordre généré par les inégalités, les injustices, simplement c'est un désordre qui est latent, qui est sous-jacent, qui est invisible, et nous on fait que le mettre à jour. Voilà. On fait que le mettre à jour, que l'exposer, que manifester ce tort, donc on révèle quelque chose qui est déjà là mais dont on n'est pas responsable. Le deuxième argument qu'on retrouve aussi dans toute cette tradition de pensée désobéissante, c'est l'idée que, donc la première c'est que ce désordre est latent, et la deuxième c'est cette idée que le désordre est provisoire. En fait, on vient perturber un petit peu l'ordre quotidien du fonctionnement social, mais en vue de quoi? En vue d'instaurer un nouvel ordre plus juste et plus humain que le précédent, et donc aussi un nouvel ordre plus stable finalement, parce que voilà, reposant sur des principes plus équitables et plus partagés. Donc si vous voulez, c'est un désordre, mais c'est seulement un désordre instrumental en vue d'un meilleur ordre social. Voilà, ça c'est une argumentation qui existe aussi. Et il me semble qu'il y a une troisième argumentation qui est là plus intéressante, parce que elle va consister à assumer la part de désordre inhérente à la désobéissance, et finalement essayer un peu, c'est quelque chose que Erving Goffman a appelé le retournement du stigmate, à se réapproprier cette dimension anarchique, chaotique et désordonnée de nos actes, et à dire mais en fait, oui on crée du désordre, oui on en est responsable, mais en fait on l'assume entièrement, et qu'est-ce qu'il y a de mal à générer du désordre, au nom de quoi il y aurait une présomption de culpabilité contre le désordre, et puis une présomption d'innocence pour l'ordre, quoi. Pourquoi l'ordre ce serait spontanément préférable au désordre? Est-ce que la vie humaine, d'un point de vue organique, d'un point de vue existentiel, et puis aussi peut-être d'un point de vue social et politique, est-ce que finalement c'est pas plutôt une dialectique sans cesse rejouée entre ordre et désordre, entre création et conservation, entre nouveauté et tradition, voilà. Et donc là, il me semble que de ce côté-là, on a quelque chose de particulièrement intéressant à creuser. Alors, peut-être pour finir, après avoir dit toutes ces banalités, je voudrais terminer par deux thèses un peu plus polémiques, voilà, pour essayer de vous titiller. Alors je ne sais pas si ça marchera, hein. Peut-être que vous allez me dire que je tombe complètement à côté, que vous êtes complètement d'accord avec ça, ou que ce que je dis est lunaire, ou bref, on verra bien. Mais voilà, peut-être pour lancer aussi un peu plus le débat. Les deux idées que je voudrais avancer. Alors la première, c'est sur la question de la non-violence, voilà, parce que donc vous l'avez vu par les références que je mentionne, le corpus à partir duquel j'ai travaillé, c'est un corpus qui se revendique très clairement de la non-violence, et qui considère que la question du recours à des moyens violents ou non violents, ou plus ou moins violents ou plus ou moins non violents, c'est quelque chose qui a son importance et dont il faut débattre. Et donc je voudrais ici rapidement défendre l'option non violente en reprenant un argumentaire qui n'est pas le mien, mais qui est celui de toute cette tradition. Pour nous éviter un faux débat, je précise tout de suite que la non-violence, contrairement à l'assimilation qui est parfois faite, c'est absolument pas synonyme de passivité. La non-violence, c'est une forme de résistance parmi d'autres, mais simplement c'est une forme de résistance qui opte pour des moyens résolument non violents, et donc qui refuse le recours, évidemment aux armes, mais aussi, on va le voir, c'est tout l'objet de la discussion, à des formes de violence peut-être
pas directement meurtrière, mais qui relève malgré tout de la violence soit physique, soit verbale. Donc l'idée générale, hein, si on veut la résumer en une phrase de la non-violence, c'est pas du tout rester passif face aux injustices, mais c'est résister à toutes les formes de violence, et ça c'est le deuxième point, et c'est ça le point important, en refusant d'imiter la violence de l'adversaire, voilà, en refusant de reproduire les armes de l'ennemi. C'est ça, si vous voulez, le cœur de cette pensée non violente. Et donc le débat, alors je fonctionne à base de caricature, parce que ces distinctions entre violence et non-violence, en fait, en réalité, elles n'existent pas. On voit qu'il y a un continuum des moyens d'action entre violence et non-violence, et que la frontière elle est justement extrêmement difficile à déterminer, où est-ce qu'elle passe. Bon ben voilà, c'est un peu toute la question, mais bref, admettons qu'il y a un pôle qui se situe plutôt du côté de la violence et un pôle plutôt du côté de la non-violence. Pour mettre des choses dessus, pour mettre des choses un peu sur tous ces termes, je pense qu'au cours du mouvement dont on sort et dans lequel on va peut-être replonger dans quelques jours, il y a eu ce genre de débat. Voilà, à propos du fait de savoir quel rapport on devait entretenir à la police, qu'est-ce qu'on devait faire des vitrines, je sais pas, des petits commerçants, du pizzaiolo qui est sur le parcours de la manifestation, comment on traite les intrus comme Finkielkraut qui viennent place de la République. Enfin voilà, c'est des questions qui se posent quand même à chaque fois, et pour le dire très très vite, j'aime pas ces étiquettes, mais en tout cas moi, de ce que j'en ai vu pour le coup à République, peut-être qu'ailleurs les débats sont un peu différents, mais il me semble que c'est des choses qu'on a retrouvées. On a quand même une sensibilité, on va dire, d'un côté plutôt insurrectionnaliste ou appelliste, du côté des thèses du comité invisible ou d'autres, et de l'autre côté, sur l'autre bord, on a une sensibilité plutôt citoyenniste, voilà, et plutôt non violente, effectivement. Et donc voilà, c'est des débats qui vont se poser. Et si vous voulez, les arguments du côté de la non-violence, ils sont de deux types. Il y a d'abord l'argument moral, et puis après, parce que si on s'en tient qu'à l'argument moral, on va tout de suite nous renvoyer que c'est pas politique, que c'est des belles paroles, que voilà, les belles idées c'est bien, mais que quand on se coltine la réalité, il y a des questions d'efficacité. Donc il y a aussi un argument stratégique derrière. L'argument moral, il est tout simple chez les non-violents, il est de dire pourquoi est-ce qu'on refuse de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique ou morale de l'adversaire. Eh bien tout simplement, et c'est un argumentaire, j'ai envie de dire, presque théologique, tout simplement parce qu'on fait une différence entre le pécheur et le péché. Voilà, on s'en prend au péché et pas au pécheur. On distingue entre la fonction sociale du policier ou de Alain Finkielkraut et la personne humaine qu'il y a sous l'uniforme, voilà, ou sous le personnage qu'on connaît tous. Autant on se doit de lutter le plus résolument possible, avec le plus de détermination, contre la fonction sociale exercée par cet intellectuel réactionnaire ou ce policier qui, pour 50% d'entre eux, vote Front National, autant on se doit de manifester en toutes circonstances une forme de, alors appelez-le comme vous le voulez, je sais pas, de respect vis-à-vis de la personne humaine qu'on a en face de soi. Et c'est cet argument-là qui fait que voilà, on va refuser de porter des coups, voire même éventuellement d'insulter la personne qu'on va avoir à un moment donné en face de soi, ou de l'entarter, ou de voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est l'argument moral qui est évidemment discutable. Derrière, il y a un argument stratégique. En fait, il y a même deux arguments stratégiques, et là je trouve que ça devient un petit peu plus intéressant. Le premier argument, c'est de dire, mais en fait, sur le terrain de la violence, on sera toujours perdant. Voilà, on sera toujours perdant pour une raison qui est très simple, c'est que le détenteur de la violence physique dans les sociétés modernes, c'est l'État, voilà, c'est la police, c'est l'armée qui vient si besoin. Et donc bon, on peut décider d'aller se battre sur ce terrain-là, mais voilà, on voit bien qu'avec nos chaises et nos pavés, on ne fera pas long feu face à des gens qui ont des mitraillettes, qui pour l'instant s'en servent pas, ils se servent seulement de leur gaz lacrymo et de leur matraque. Mais voilà, dans tous les cas, au final, l'issue du combat, elle est jouée d'avance sur le terrain des armes et de la violence. Et par contre, la non-violence, elle a fait ses preuves dans tout un tas de circonstances historiques. Alors je développe pas, peut-être que je reviendrai après plus tard sur parce qu'il y a tout un argumentaire aussi pour essayer d'expliquer les ressorts
les ressorts de l'efficacité des mécanismes d'action non violente, notamment l'idée un peu centrale, si vous voulez, c'est l'idée que si la domination est possible, c'est parce qu'elle repose sur une forme de complicité de la part des dominés, sur une forme de servitude volontaire, et donc quelque part il suffit de retirer notre coopération aux dominants pour que leur domination s'effondre derrière. Donc voilà, on n'a pas besoin de s'attaquer aux dominants, il suffit de retirer notre coopération pour que le pouvoir s'effrite. Et le deuxième argument stratégique dans la tradition non violente, c'est de dire que répondre à la violence par la violence ne fait qu'alimenter la spirale infernale de violence qui nous précipite dans un monde tout simplement toujours plus violent. Il n'y a pas moyen d'étouffer, si vous voulez, la violence par la violence de l'État, du capitalisme, par une contre-violence supérieure. Toutes les révolutions violentes qui ont eu lieu dans l'histoire ont abouti à l'instauration de régimes sinon aussi terribles, pire que ceux contre lesquels ils luttaient. Et donc là, si vous voulez, l'argument c'est le même que, enfin, tout comme les anarchistes disent aux trotskistes, mais en fait, en faisant une révolution par les moyens de l'État, vous allez substituer à l'État capitaliste, un État, voilà, enfin, un État communiste, mais bon, tout aussi, bref, j'ai perdu un mot, mais voilà, vous voyez l'argument, bah là c'est la même chose avec la violence, quoi. Vous voulez détruire la violence par la violence, mais vous allez entraîner une violence encore pire. C'est ça l'argument. Et le deuxième point, c'est très abstrait. Bon, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la désobéissance. Je voudrais vous inviter à une petite expérience de pensée. Hier soir, au meeting, j'ai pas compté, mais les différents intervenants ont employé cette idée de désobéissance à de nombreuses reprises en nous exhortant à chaque fois, voilà, à désobéir, à nous insoumettre, etc. Et je pense que cette propension à désobéir est l'une des choses probablement les mieux partagées parmi nous, et pour une raison simple, c'est qu'on est dans une société qu'on juge profondément injuste. Mais, et c'est ça l'expérience de pensée à laquelle je vous invite, imaginez un instant que nous soyons après la Révolution. Voilà, on a réussi, on a fait cette révolution qu'on appelle tant de nos voeux, pour laquelle on s'ingénie jour après jour à essayer de poser les premiers jalons, et ça y est, on est dans cette société post-capitaliste, communiste, libérée des oppressions de race, de genre, etc., etc. Donc dans une société, disons pas forcément parfaite, mais dans une société qui s'approche considérablement de notre idéal politique. Une société dans laquelle on a une vraie démocratie, une démocratie directe, on a une vraie égalité sociale, réelle, etc. Est-ce que dans ce cadre-là, dans ce cadre dans lequel du coup les lois sont prises selon des procédures et à travers des institutions qu'on juge sinon parfaites ou idéales, du moins vraiment proches de ce à quoi on aspire, est-ce que dans ce cadre-là vous seriez prêt à défendre le fait que certains individus ou certains collectifs minoritaires outrepassent la légalité, qui est pourtant une légalité parfaitement démocratique? Voilà, je sais pas, on décide. Si, c'est une question qui se pose, parce que du coup, c'est pas simplement qu'elle pourrait se poser à nous dans un futur hypothétique post-révolutionnaire, mais c'est une question qui se pose avec une acuité bien plus grande pour nous dans des expériences de plus grande échelle, comme celle qu'il y a pu avoir au Chiapas, quand on est dans des sociétés comme l'Aragon et la Catalogne des années 36, qui se passent, y compris dans nous-mêmes, dans des petites collectivités sur une ZAD, dans une SCOP, dans un parti qui, imaginons, fonctionne de manière parfaitement démocratique comme le NPA, est-ce qu'au sein du NPA, dans nos statuts de fonctionnement interne, je dis non, mais du coup, on laisse une porte ouverte dans nos statuts, dans notre constitution interne, pour des actes éventuellement de désobéissance. Et je pense, du coup, je vois à la moue de certains que c'est une question qui ne vous parle pas forcément, et je le comprends. Moi, c'est une question qui me préoccupe, et du coup que je verse à la discussion. Aujourd'hui, c'est facile, c'est simple comme tout de défendre la désobéissance. Est-ce qu'on serait prêt à continuer à défendre la désobéissance dans cette société qu'on appelle de nos voeux, et qui pour moi n'est pas qu'une chimère, mais vraiment quelque chose, et je tiens là-dessus. Après, on n'est pas forcément obligé de tenir là-dessus, mais je pense qu'une société socialiste, libertaire, démocratique et égalitaire est réellement possible. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ces actions de désobéissance? Je vais m'arrêter ici, je vous remercie.